Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, qui n'est pas là, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Mercredi dernier, sans aucune consultation ni vote des parlementaires, vous avez amputé de 10 milliards d'euros les moyens de l'État. Vous œuvrez à nouveau par décision unilatérale. Pire encore, en privant le budget de l'État de 10 milliards d'euros, votre gouvernement choisit de s'en prendre au bien commun, au patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Vous faites le choix de la casse des services publics. Santé, éducation, action sociale, autant de champs d'action dont les Françaises et les Français ont un besoin quotidien et qui vont, encore une fois, être délaissés. Le président de la République avait affirmé que l'écologie était le combat du siècle. C'est pourtant la mission écologie, développement et mobilité durable qui subit la plus forte annulation de crédits. Et ce sont encore les classes moyennes et populaires qui sont touchées. 2 milliards d'euros, c'est moins de ma prime rénov' et la limitation de l'accès au leasing social d'un véhicule électrique, par exemple. Le Premier ministre, quittant la rue de Grenelle pour s'installer à Matignon, déclarait emmener la cause de l'école avec lui. Quelques semaines plus tard, son gouvernement vient d'acter près de 700 millions d'euros d'économies pour la seule mission enseignement scolaire. C'est 1,6 milliard si nous y ajoutons l'enseignement supérieur et la recherche. Et cela, au moment même où la carte scolaire suscite inquiétude et colère de la part des parents et des enseignants, au moment où nos jeunes lycéens remplissent leurs vœux sur Parcoursup et craignent de ne pas trouver des places pour réaliser leurs rêves d'avenir. D'autres choix étaient pourtant possibles, à commencer par la taxation sur les superprofits, à laquelle vous continuez de vous opposer. Surtout, votre gouvernement pouvait renoncer à poursuivre les cadeaux fiscaux aux plus riches, à ceux qui font des bénéfices records et aux plus grandes entreprises. Par exemple, 4 milliards d'euros sur l'ISF, 10 milliards sur la CVAE. Les Françaises et les Français attendent des services publics de qualité sur l'ensemble du territoire. Ils constatent leur retrait continu. Merci. Comment allez-vous faire plus avec moins? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Thomas Cazenave, ministre en charge des comptes publics. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, la situation est la suivante. La conjoncture internationale s'est dégradée par les crises géopolitiques, par la guerre en Ukraine, par le ralentissement chinois, par le ralentissement en Europe. Et la situation est la suivante. La situation est la suivante. Moins de croissance, c'est moins de recettes. Et pour garder nos finances publiques, et je peux vous le dire, vous le disiez, notre bien commun, c'est nos services publics. Il n'y a pas de bien commun à long terme si nous ne garantissons pas la maîtrise de nos finances publiques. Donc moins de recettes, moins de dépenses. 10 milliards d'euros. Uniquement sur l'État, par souci d'exemplarité, en réduisant nos dépenses de fonctionnement. Et oui, nous pouvons le faire. Nous pouvons réduire nos dépenses de fonctionnement en reportant certains projets, en révisant certains projets. Mais quand je vous écoute décrire que nous aurions renoncé à toute ambition écologique, s'il vous plaît, permettez-moi de vous dire que ce budget reste le budget le plus vert de notre histoire. 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros sur les dépenses vertes. Augmentation entre 2023 et 2024, 8 milliards d'euros de plus. Et même ma prime rénov' que vous citez, on va continuer à investir plus dans ma prime rénov'. 600 millions d'euros de plus sur la transition écologique. Ce serait très concret. Mais Madame la députée, l'esprit de responsabilité devrait vous conduire à reconnaître que quand on dépense trop et qu'on n'a pas les recettes en face, on ne garantit pas nos services publics, Madame la députée. C'est la raison pour laquelle nous avons pris cette décision. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, j'ai acheté juste à côté de l'Assemblée nationale ce pot de miel bon marché, composé d'un mélange de miel, y compris de miel chinois. En Chine, les ruches sont traitées à base d'un pesticide interdit en Europe, la propargite, interdit pour sa dangerosité. Nos apiculteurs français vivent avec la concurrence déloyale de ce miel chinois, comme tant d'autres producteurs de notre pays. Je pense en particulier aux producteurs de maïs et de lin, qui doivent faire face à la concurrence des producteurs américains, canadiens, néo-zélandais, qui font usage d'un pesticide hautement dangereux, l'atrazine, interdit en France depuis 2003, mais qui n'est pas interdit dans ces pays-là.
Aujourd'hui, près de 25% des produits que nous importons ne sont pas conformes aux normes européennes. Pourtant, nous avons voté ici en 2018 l'article 44 de la loi Egalim qui doit protéger nos producteurs français. Cet article, en effet, interdit l'importation de produits étrangers qui ne sont pas conformes aux normes européennes. Et pourtant, le gouvernement n'a toujours pas pris les mesures administratives d'application de cet article. Et les conséquences, nous les voyons aujourd'hui avec la crise agricole que nous vivons. Alors, avec des agriculteurs, avec des consommateurs, nous avons saisi la justice afin d'imposer au gouvernement de prendre les mesures administratives qui s'imposent. Alors ma question est simple, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, quand est-ce que le gouvernement fera application en France de la loi républicaine et rétablira une concurrence loyale pour nos agriculteurs? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brun. Votre exemple est très frappant puisqu'il pointe les limites d'un commerce international non régulé qui conduit effectivement un pays comme la France à demander à ses agriculteurs, à demander à ses industriels de respecter des normes environnementales extrêmement exigeantes et qui se trouvent dans la situation d'importer des produits qui, eux, ne respectent pas ces normes. Ce sujet, vous le connaissez bien et c'est pour ça que nous mettons en place des traités de libre-échange. Et c'est là que je vois une certaine incohérence dans vos propos, car à quoi servent les traités de libre-échange? Ils servent précisément à réguler le libre-échange. Ils servent précisément à mettre des clauses miroirs et de réciprocité qui interdisent le type de situation que vous mentionnez. A-t-on aujourd'hui un traité de libre-échange avec la Chine? Non, bien entendu. Pourquoi êtes-vous, contre ces traités de libre-échange qui permettent de mettre des clauses miroirs, qui permettent d'imposer le respect des accords de Paris et qui permettent d'interdire l'importation d'un certain nombre de produits vers la France alors que c'est protecteur des Français, protecteur des Européens? Vous mentionnez l'article 44 dont le décret n'a pas été publié. Moi, je suis intéressée de ce que va dire le juge parce que vous savez, vous comme moi, parce que vous connaissez bien le droit européen, que cet article 44, il est illégal au regard du droit européen et que ce combat, il doit être porté au niveau européen. Alors nous, ne jouons pas avec les mots, nous ne trahissons pas les Français, nous ne leur racontons pas des histoires, nous prenons nos responsabilités et ce combat, nous le portons aujourd'hui au niveau européen. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, en fait, vous nous dites que le libre-échange a failli. Le libre-échange ne permet pas la juste rémunération des agriculteurs et de mettre fin à la concurrence déloyale. Vite, augmentons le nombre de traités de libre-échange. C'est une vraie contradiction, Madame la Ministre. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est appliquer la loi. Le Premier ministre lui-même a annoncé l'interdiction de l'importation d'un certain nombre de produits interdits. Nous avons une liste et cette liste est longue. Nous la tenons à votre disposition. Je vous remercie, mon cher collègue. Vous avez quelques secondes, Madame la Ministre, si vous le souhaitez. Monsieur le député Brun, je vous croyais pro-européen. Je constate aujourd'hui que vous faites voter des amendements qui vont contre l'Europe et que vous ne portez pas ce combat au niveau de l'Europe. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, redonner aux prix leur rôle de marché, tel était le mot d'ordre des réformes de la politique agricole commune de 92 et 99. 30 ans après, nous y sommes. Les prix garantis ont disparu, les prix sont volatiles et singulièrement bas dans plusieurs secteurs de production agricole. Initialement, les aides directes sont attribuées pour compenser ces baisses de prix. Au fil des réformes, elles sont de plus en plus découplées des facteurs de production, mais restent majoritairement liées aux surfaces des exploitations. Madame la Ministre, il y a quelques semaines, le gouvernement exprimait son refus de mettre en œuvre l'une des revendications du monde agricole, une meilleure régulation des prix. Acculé par les mobilisations des agricultrices et des agriculteurs, le président de la République a fini par reconsidérer la question et propose désormais un prix plancher. Madame la Ministre, il va de soi qu'un prix plancher national renforcerait mécaniquement les importations en provenance du reste de l'Europe et des pays tiers. Vous le savez, pour être efficace dans notre marché unique, ce prix garanti doit être européen.
Alors comment comptez-vous négocier cette unification des prix garantis à l'échelle européenne? Sur quels critères, pour quelle production et selon quel calendrier? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture, Madame Pannier-Runacher. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Karine Daniel. Vous m'interrogez sur l'annonce récente du Président de la République qui s'inscrit dans le travail que nous avons mené depuis 7 ans pour rendre du revenu aux agriculteurs et faire en sorte, au travers des lois Egalim, qu'ils soient rémunérés justement pour leur travail. Vous le savez, les lois Egalim, c'est ce que nous avons construit sur la base des États généraux de l'alimentation. C'est donc l'ensemble des filières agricoles qui ont été mis autour de la table, qui ont fait des propositions et qui ont donné lieu à la mise en œuvre de lois. Ces lois, elles ont apporté des progrès. Elles ont apporté des progrès pour le revenu des agriculteurs, elles ont apporté des progrès en matière de contractualisation et elles ont apporté des progrès dans le fait de prévenir, voire de soutenir un certain nombre d'agriculteurs engagés dans cette contractualisation. Toutefois, nous le constatons ensemble, cela ne va pas assez loin. Et c'est le propos du Président de la République. Après la loi Egalim 1, la loi Egalim 2, la loi Descrozaille, nous avons envisagé d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire de construire les prix sur les indicateurs de référence. C'est l'esprit de la loi Egalim qui est élaboré par les filières et en faisant en sorte de nous assurer que cette marche aille en avant. Cela veut dire qu'il faut mieux structurer les filières, celles qui aujourd'hui sont obligées d'être contractualisées mais ne le font pas. Je pense notamment à la filière viande, là où d'autres, la filière lait par exemple, a réussi à structurer 90% des volumes sous contrat. Cela veut dire qu'il faut faire plus de contrats tripartites. Nous en avons un certain nombre qui sont construits avec la grande distribution, les industriels et les agriculteurs, mais ça reste encore une part peu dominante dans l'ensemble des filières. Mais je veux vous rassurer, nous allons construire cela avec la profession agricole. Nous avons confié une mission de 4 mois à 2 députés qui auront à cœur de nous faire des propositions et qui déboucheront sur un projet de loi auquel vous serez évidemment associés et qui s'assira sur l'ensemble des travaux des parlementaires de ces derniers mois. Madame Daniel. Merci Madame la Ministre. Nous pouvons faire Egalim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tant que nous raisonnerons sur le niveau français dans un marché unique européen, ce sera inefficace et nous le savons. Quand nous parlons de régulation des prix, il faudra aussi savoir dire aux agricultrices et aux agriculteurs de ce pays qu'il faudra aussi raisonner sur les quantités et dire clairement comment on régule les quantités. Et nous réaffirmons que la bonne échelle d'intervention, ça reste l'échelle européenne. Et nous devrons avoir ce débat avec les agricultrices et les agriculteurs qui sont mobilisés aujourd'hui sur le terrain à cette échelle. Nous devrons avoir ce débat dans le cadre des élections européennes et nous serons au rendez-vous pour débattre de ces sujets et notamment des enjeux de régulation. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Après des semaines de tension dans le monde agricole et des années de frustration après les échecs successifs des lois Egalim, le Président de la République semble, à la surprise générale, avoir enfin entendu la principale revendication portée par les paysans, la juste rémunération de leur travail. Pourtant, comme nous pouvons le constater avec le flou gouvernemental existant depuis samedi, cette mesure du prix plancher, qui pourrait être une bonne idée, risque malheureusement de rester au stade de la grande promesse. La vraie question que nous devons nous poser est comment remettre du revenu dans nos fermes ? Et tout particulièrement dans les filières et les régions les plus impactées. Le plan de trésorerie d'urgence, avec des simples demandes de moratoire aux banques, n'enlèvera pas à cette pression financière. L'annonce d'une nouvelle Egalim, la 5e du nom, dont une entrée en vigueur ne saurait être envisagée avant la fin 2024, semble des réponses bien incertaines et lointaines face à l'urgence actuelle. Comme avait pu le faire Jean Glavany avec les contrats territoriaux d'exploitation, les CTE, qui ont sauvé de nombreuses fermes, il est nécessaire de penser à un dispositif plus adapté aux enjeux d'aujourd'hui et aux réalités des territoires. Les inégalités entre les filières et les régions, voire même entre 2 exploitations situées à quelques kilomètres, poussent à une contractualisation territorialisée et individualisée. Pour permettre cela, Madame la Ministre, nous vous demandons, au sein de mon groupe socialiste du Sénat, d'engager solennellement une révision du plan stratégique national, le PSN, de la politique agricole commune. Ces révisions nationales sont rendues possibles par la dernière PAC et peuvent nous donner des moyens d'agir.
pour une meilleure régulation des prix, une plus juste répartition des aides publiques, notamment en renforçant les paiements distributifs aux premiers hectares et en accompagnant davantage la transition agroécologique. Et enfin, un soutien aux filières en difficulté qui façonnent et font vivre nos territoires. En cette période de crise, Madame la Ministre, ma question est très simple, très claire. Comptez-vous réellement engager une révision du PSN français? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Tissot. Nul ne peut nier aujourd'hui que l'agriculture européenne traverse une crise majeure, sans doute une des plus importantes de ces dernières décennies. Le Covid, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, associée à la déstabilisation des marchés énergétiques et agricoles organisés par M. Poutine, mais encore le dérèglement climatique et les menaces qu'il fait peser sur nos récoltes et la biodiversité, sont autant de sources dans lesquelles cette crise trouve ses racines. Dans ce contexte, il est naturel que la colère de nos agriculteurs s'exprime haut et fort. Pour reprendre les mots de Georges Clemenceau, la colère gronde, mais elle ne doit pas rester sourde aux appels de l'action. Comment pourrions-nous tolérer que ceux qui nourrissent notre nation ne puissent vivre décemment de leur labeur? C'est pourquoi le gouvernement est à l'action pour traiter le problème fondamental de la juste rémunération, à l'action pour les protéger de la concurrence déloyale venant de pays qui n'appliquent pas les mêmes règles environnementales que les nôtres, à l'action pour simplifier leur vie, pour qu'ils puissent passer plus de temps sur leur exploitation, moins dans leur bureau. C'est aussi une façon d'alléger leurs charges. Avec Marc Fesneau, nous sommes en permanence sur le terrain, au contact et à l'écoute des agriculteurs. Et nous n'avons pas attendu le salon de l'agriculture pour agir. C'est ainsi que, sous l'égide du Président de la République et du Premier ministre, nous déployons rapidement un plan d'action pour répondre point à point à leurs difficultés. Les fonds d'urgence ont d'ores et déjà été mis en place et les premiers dossiers sont payés depuis mi-février, comme nous nous y étions engagés. Il s'agit d'argent frais qui arrive dans les cours de ferme. C'est valable pour le fonds MHE, c'est valable pour le fonds viticulture. Et nous avons, vous le savez, engagé une mesure de trésorerie sur le GNR. Nous avons également négocié hier avec le ministre de l'économie des mesures de trésorerie au niveau des banques. Les premiers textes de simplification ont été établis. Certains sont d'ores et déjà publiés. Nous engageons dès à présent une réflexion via la mission Egalim qui va être confiée aux députés Isard et Babot. Et nous partageons le fait que l'avenir de notre modèle agricole passera par le défi du renouvellement des générations. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres qui en fera un des points centraux. Sur le PSN, il vient d'être négocié avec l'ensemble des filières. S'il vous plaît. Et donc, nous n'avons pas de raison de l'ouvrir à ce stade, puisque nous avons un plan d'action adapté à la situation. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie, qui brille une nouvelle fois par son absence. La semaine dernière, vous annonciez un dimanche soir, l'air faussement grave, la nécessité de faire 10 milliards d'économies sur le budget 2024. Cette annonce inédite, départie de toute onction démocratique et dont je rappelle la somme colossale, a été opportunément choisie, une fois de plus, pour se détourner du Parlement. Sur tous les bancs de cet hémicycle, nous vous avions pourtant prévenu. Du Haut Conseil pour les finances publiques, en passant par la Banque de France, vous n'avez écouté que vous-même. Votre prévision de 1,4% était irréaliste, tout comme celle retenue de 1%. On frôle l'insincérité budgétaire. Monsieur le ministre, l'austérité n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. En refusant d'augmenter les impôts des plus aisés, vous faites le choix d'une punition collective à l'égard des classes moyennes que vous prétendez pourtant servir. Alors que le quinquennat du président sera, je cite, écologique ou ne sera pas. Il est stupéfiant de constater qu'avec plus de 2 milliards de coupes sèches, le budget le plus impacté reste celui de l'écologie. Et je ne parle pas des 400 millions d'euros de dotation du fonds vert que vous supprimez pour nos collectivités territoriales. Loin des discours vertueux qui ne convainquent plus personne, une fois de plus, c'est l'écologie qui fera office de variable d'ajustement. Monsieur le ministre, alors que l'effet récessif de cette suppression de crédits est établi, pensez-vous qu'un tel coup de rabot budgétaire
soit de nature à réarmer l'économie que vous prétendez défendre? On vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des comptes publics, monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Mesdames les sénateurs. Monsieur le sénateur, peut-être quelques éléments en réponse. D'abord, je vous cherchais, excusez-moi. Est-ce qu'on se détourne du Parlement en faisant un décret d'annulation? J'ai déjà répondu à cette question. C'est la loi organique sur les lois de finances qui nous permet de prendre des mesures d'urgence, des décrets d'annulation. Ça nous est arrivé par le passé. Elle est importante, c'est vrai, parce que le ralentissement économique est important et il est plus précoce dans l'année parce que justement ce ralentissement économique a eu lieu en fin d'année dernière. Et encore une fois, avec Bruno Le Maire, nous nous tenons à la disposition de la Commission des finances et nous aurons l'occasion d'être auditionnés dès la semaine prochaine pour expliquer dans le détail le décret d'annulation. Par contre, vous nous accusez de budget insincère. Permettez-moi de revenir sur cette question sur les prévisions économiques. Le dépôt du projet de loi de finances a eu lieu le 27 septembre. Le 27 septembre. À cette époque, l'OCDE, le FMI, la Commission européenne prévoyaient une croissance pour notre pays comprise entre 1,2, 1,3 ou 1,4%. Et notre prévision économique à l'époque, elle était de 1,4%. En novembre dernier, encore la Commission européenne prévoyait une croissance à 1,2%. Votre accusation d'insincérité, elle serait valable si nous étions seuls à revoir notre prévision de croissance dans les semaines du mois de février. Or, je vous l'ai dit, la Commission européenne, l'Allemagne et nous avons tenu compte des effets de la ralentissement de la conjoncture économique. Et s'agissant des prévisions de la Banque de France, les prévisions, c'est un exercice difficile. Fin 2022, ils prévoyaient une croissance pour nous de 0,3% en 2023 et nous avons obtenu 0,9%. C'est la raison pour laquelle je maintiens que nos prévisions ont été rigoureuses et c'était notre responsabilité de s'adapter immédiatement à la nouvelle donne économique. Monsieur Cozic. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous cherchez à mieux dédouaner votre impéritie. Je crois que ça ne date pas d'hier. C'est précisément à l'aune de ces dernières que nous vous avions mis en garde dès l'automne dernier. Mais en supprimant 8 000 postes dans l'enseignement scolaire, 7 500 dans la recherche, 300 dans la justice, c'est l'avenir de notre pays que vous sacrifiez sur l'autel des marchés financiers que vous entendez contenter.